Bienvenue au bureau des techniciens, le premier de cette nouvelle saison. N'hésitez pas à dire si on ne s'entend pas parce que avec le masque, bon voilà, je sais pas trop. Comme je suis pas trop habitué à l'exercice non plus de présentation. Donc bureau des techniciens, qui va être des bureaux qui vont se tenir tout au long de l'année. Là je présente rapidement un peu comment ça va se passer. Donc on est encore en train de travailler sur le calendrier, mais on table sur 5 dates, y compris celle-là à peu près. Alors après pour l'instant c'est comme le bureau des techniciens, ça appartient aux techniciens, il ne faut pas hésiter à manifester des envies et puis après on peut faire des petites réunions, des choses qui sont plus précises, passer par la plateforme pour faire tout ça. On n'est pas obligé de se cantonner, c'est pas quelque chose qui vient d'en haut et on part sur une base de 5 réunions, de ce qu'on a récupéré comme information. Donc il ne faut pas hésiter à participer à l'élaboration de tout ça. On a donc 2 co-référents à ces bureaux des techniciens, moi-même, donc Damien Lejaune, je suis directeur photo, chef électro, steadicammer, casquette, et Ingrid Chikawi qui n'est pas là mais qui est assistante mise en scène et réalisatrice. Donc, voilà, on est co-référents mais voilà, on est en charge de rassembler un peu les informations que vous pouvez nous transmettre, soit via la plateforme, soit par nous. On est en recherche d'outils un peu collaboratifs aussi pour pouvoir faire avancer tout le monde. Donc aujourd'hui, on est là pour parler, mais pas que du Covid, parce que bon, tout le monde en a un petit peu soupé, on a tous un petit peu marre, mais on doit quand même vivre avec, et avec ces restrictions. Donc on a avec nous pour parler du Covid et de ce que ça a apporté sur les tournages et de ce que ça nous a montré aussi de nos pratiques, de nos métiers. On a Pauline Le Floch du BAT, Alain Bonnet, directeur de production, Yann Leborgne, repéreur, et Adrien Cochet, assistant mise en scène. Tous ont eu une ou des expériences de tournage ou de préparation de tournage ou de pré-préparation de tournage sous Covid, donc ça a posé certaines questions. Et on va faire un petit résumé de ces expériences dans un premier temps assez succinct pour voir ce que ça a révélé. Et puis après, on essaiera d'étendre un peu le sujet sur les outils et puis la continuité de ce qui va se passer après. Je vais poser quand même 2-3 petites choses qui retracent un peu l'évolution de ce qui s'est passé à cause du Covid. Donc, pendant ce confinement, le CACHSCT, donc le Comité d'hygiène et sécurité, a travaillé pour pouvoir éditer un document, un guide de préconisation qui devait encadrer la reprise des tournages, donc qui a été édité, qui est maintenant ce qu'il est, qui n'a pas été retouché apparemment depuis, donc il est toujours là. Il y avait des fiches métiers qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites pour l'instant, en tout cas. Je pense que c'est un travail assez compliqué. Pour la reprise des tournages, il y avait aussi des conditions assurantielles qui étaient assez fortes, des pressions assez compliquées à gérer pour pouvoir reprendre les tournages, les arrêts de tournage. Il y a eu une prise en charge du chômage partiel aussi qui s'est fait, alors j'espère pour ceux qui étaient en tournage à ce moment-là, qui s'est bien faite. Moi j'étais en tournage à ce moment-là, j'ai eu un tournage qui était coupé, il a été en tout cas activé pour nous, c'était plutôt une bonne chose. Donc voilà ce qui s'est passé au moment du confinement et de la reprise. Donc maintenant je vais peut-être laisser la parole peut-être à Yann, tu veux ? Oui, par rapport à du coup c'était très en amont, c'est peut-être peut-être le premier qui a recommencé même pendant le confinement, me disait Pauline, je crois. C'est-à-dire que moi je suis pas en tournage, je suis avant les tournages. Ouais. Donc du coup Qu'est-ce que ça a changé qu'est-ce qu'on t'a demandé toi en repérage par exemple par rapport au Covid et tout ça? Est-ce que tu as eu des choses en plus de demander? Est-ce que les prods t'ont demandé plus? Disons qu'en fait fin avril, en fait, déjà par le biais du CCHSCT, ils nous avaient contactés pour les associations. On avait déjà réfléchi un peu à tout ce qui impliquait de reprendre, de reprise de tournage. Au mois d'avril, ça semblait un petit peu fou. On était tous fermés avec interdiction de sortir d'1 kilomètre. Et on n'a plus de boulot pour personne. Voilà.
Et fin avril, ça correspondait aussi au moment où il commençait à y avoir des directeurs de prod qui commençaient à nous appeler, dire voilà, qu'est-ce que tu penses, d'éventualité. Et donc moi, sur le projet sur lequel je suis parti, c'était fin avril, on m'a appelé, et ça c'était un samedi en fin de journée, c'était assez surréaliste. Est-ce que ça te dit de chercher des châteaux en Bretagne? Alors moi, j'ai sauté sur le truc parce que voilà, déjà les châteaux en Bretagne c'est sympa, mais en plus, dans une expérience Covid, c'était plutôt rassurant. C'était pas en ville, c'était pas à Paris. Par rapport à fin avril, ce qui était assez fou, c'est de se dire que voilà, un tournage, c'est plein de petites choses, quoi. Donc du coup, c'est vrai que les conversations entre les différentes associations étaient intéressantes parce que voilà, chacun se posait plein de petites questions. Et puis finalement, en faisant des synthèses, on se dit que finalement, c'est quand même de se laver les mains, mettre un masque, nettoyer les objets, enfin voilà, aérer. Finalement, les règles sont assez communes. Mais ça, fin avril, t'avais pas encore vraiment. C'était fin avril, début. Ouais. Nous, je sais qu'à l'association des repéreurs, on avait donné une fiche métier le 4 mai. D'accord. Le 4 mai, on avait déjà fait une sorte de bilan de toutes nos réflexions sur qu'est-ce que c'est de faire des repérages. Enfin, déjà, pourquoi? Parce qu'au début avril, on disait il n'y aura plus de tournage en décor naturel, ce sera que des studios. Je sais qu'il y a eu une période où on disait ça, il n'y aura que des studios. Donc après, il n'y a pas beaucoup de studios en France, donc du coup, très vite, nous, on s'est dit, on demandera aux repéreurs de trouver des studios, des friches studios, quoi. Donc il y a un moment donné, on s'était dit ça, voilà, il fallait reconstituer les décors dans cette période-là. Et puis petit à petit, on s'est dit aussi que voilà, il faudrait des décors plus grands, avec des entrées, des sorties distinctes, tout ça. Voilà, mais c'est vrai que ça a évolué courant avril, courant mai, ces discussions-là. Tu as eu beaucoup de propositions retoquées ou ça t'a demandé plus de décors, travail de repérer par rapport au décor? En fait, c'est plus j'avançais dans les repérages, donc qui ont commencé le 11 mai, alors j'ai dû faire des propositions autour du 20 mai, voilà, le temps de... Déjà, le 20 mai, c'était plus du tout la même situation que fin avril. On commençait déjà à se projeter. Et j'étais encore dans ces recherches de châteaux, où dans les châteaux, forcément, la moindre pièce a au minimum 3 portes. Donc voilà, c'est quand même des conditions plus intéressantes. Quoi. Oui. Ils n'ont pas envoyé repérer des placards à verre. De toute façon, par rapport au scénario, c'était forcément un grand château, donc c'est vrai que ça c'était pas trop assez vite. En tout cas, si moi j'avais des difficultés pour ce décor-là, à un moment donné, il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait proposer. Quoi. Enfin, voilà, donc c'était quand même des conditions plutôt, des recherches intéressantes dans cette circonstance-là. Après, il y a des recherches à Nantes où là c'était vraiment des recherches plus classiques d'appartements. Y compris d'appartements d'étudiants. Et c'est vrai qu'au tout début, mi-mai, je me disais, je vais faire un appartement d'étudiants, ça sera forcément simili-studio, quoi. Mais courant juin, déjà, on était dans un truc plus... on revenait dans une condition de recherche classique que un appartement d'étudiant, surtout que c'est censé être un appartement d'étudiant parisien, ça peut pas être à 100 mètres carrés, quoi. Donc ça peut être un 50 mètres carrés à l'image on réduit, mais à mon avis on ne peut pas non plus montrer un appartement, un grand appartement bourgeois et faire croire que c'est un appartement d'un étudiant. Donc forcément là du coup il n'y a pas il n'y a pas une entrée de service et une entrée officielle. Quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste là de ces... Tu es revenu au travail à la normale quasi ou pour toi? Oui, alors après il y a très vite, les gestes deviennent assez habituels, assez réflexes. Alors, je ne suis pas en plateau, mais après, juste par rapport à ton métier de repéreur, est-ce que tu as des gens qui te disent non, moi j'accueille plus de tournage, quand il y a des tournages, j'accueille plus de tournage, j'ai trop peur qu'il y ait des contaminations Covid? Non, le truc le plus compliqué c'était l'université de Nantes, parce que là le doyen avait dit clairement que le tournage c'était début septembre. Que début septembre, la priorité, c'était les étudiants. Et que tout ce qui n'était pas rentrée des étudiants, c'était un peu compliqué. C'était interdit. Ouais, forcément, un tournage, c'était pas possible.
Mais en fait, voilà, en discutant, voilà, c'est le discours officiel, et après, les différentes universités avaient d'autres problématiques. D'accord. Et sauf que voilà, qu'on a finalement retombé sur des choses assez classiques, quoi. Donc pour toi, finalement, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus vraiment de Alors aujourd'hui, c'est pas, enfin c'était il y a un mois, donc. Ouais. Voilà, au jour d'aujourd'hui, est-ce que je pense, je pense qu'on a fait quelques pas en arrière. Très clairement, entre avril, quand on se projetait, franchement, il y avait certains de mes collègues même qui. Je me suis fait engueuler parce qu'on se projetait trop tôt. D'accord. Non, c'est de la folie, tout ça. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui m'a engueulé, mais voilà, c'est juste s'imaginer dans la possibilité d'organiser un tournage, pour certains techniciens, c'était de la folie, quoi, au mois d'avril. D'accord. Au mois de mai, on tenait compte, il va peut-être falloir qu'on s'y mette, quoi, surtout pour reprendre les tournages, quoi. Et puis au mois de juin, petit à petit, mois de juin, je dirais que c'est devenu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est devenu un peu, on avait repris un peu la routine, quoi. D'accord. Et puis, je dirais que début août, mais ça, je pense que c'est vrai en France, de manière générale, on a senti que, voilà, il y a commencé à y avoir un discours ambiant, les jeunes font trop la fête, ça va revenir, voilà. Et forcément, nous, comme on travaille très en amont, on travaille pour un projet qui va se tourner dans quelques mois, donc on se dit, mais mince, si on est en train de déconner là aujourd'hui, est-ce que, on est en train de compromettre les conditions sanitaires dans 2 mois ou 3 mois, quoi. Ça marche. Donc, voilà. Peut-être, Pauline, tu peux peut-être embrayer là-dessus, parce que toi aussi, tu es en accueil des tournages bien en amont, donc pour nous parler de ce que les productions qui sont venues vers toi. Alors, je ne sais pas si toi, tu as été arrêté pendant le confinement. Non, moi j'ai pas. Tu étais en télétravail? J'ai télétravaillé. D'accord. Il y a une grosse phase pendant le confinement qui a été d'abord de faire un peu l'inventaire de ce qui était en cours en région et dans quelles conditions les choses s'étaient arrêtées. Ça, c'était la première phase du confinement. Et ensuite, très vite, je dirais dès quasiment début avril, moi j'ai vu beaucoup de producteurs m'appeler parce qu'à ce moment-là de l'année, la carte de France était très rouge à l'est, très rouge dans le sud, mais l'ouest on était encore vert, on était encore un peu préservé, il y avait moins de tensions hospitalières, etc. Donc les producteurs m'appelaient en disant voilà, on a un tournage à faire, du coup naturellement on se tourne vers les autres qui sont le moins contaminés aujourd'hui. Donc ils prenaient tout de suite des infos sur des décors, sur les aides financières, ils voulaient savoir si les comités de soutien, les comités financiers de la région étaient maintenus, etc. Où est-ce qu'on en était sur les enveloppes, les montants, tout ça. Et très vite les choses se sont remises en place et les tournages ont repris dans la région début juin. Ici, il y a eu des tournages tout l'été. Nous, ce qui a été compliqué, c'est que au moment de la reprise, ceux qui étaient les plus réfractaires, c'était les collectivités, et notamment les mairies, qui étaient d'une dans une tension d'image, parce qu'il fallait respecter les rassemblements de 10 personnes étaient interdits, etc. Plus si tu es dans une pression logistique, par exemple la mairie de Nantes très vite m'a dit nous on a bloqué pendant 3 mois tous les travaux sur la voie publique, là du coup on a un calendrier hyper dense jusqu'en octobre, à partir de mi-juillet, donc s'il y a des tournages qui doivent se faire à Nantes, il faudra qu'ils s'adaptent à ça. Et puis du coup alors les services municipaux, les institutions sont telles que le télétravail n'a pas forcément été mis en place, il y a des process administratifs qui sont un peu longs. Du coup, certaines mairies nous disaient non mais nous c'est absolument pas la priorité de délivrer des autorisations de tournage, et puis certaines mélangeaient justement les restrictions et les consignes privées et les consignes pour le travail. C'est-à-dire que certaines mairies nous disaient non mais une équipe de plus de 10 personnes on n'en veut pas sur la voie publique parce que les rassemblements de plus de 10 personnes c'est pas possible. Donc nous on a fait tout un travail de pédagogie auprès des collectivités pour leur expliquer. On a rencontré quelques mairies virtuellement. Alain était d'ailleurs avec moi pour essayer de leur expliquer et puis pour les rassurer en fait et surtout les désengager. En fait, eux, leur risque, c'est évidemment un risque pénal pour eux. Donc il fallait les rassurer sur le fait que l'espace de tournage c'est un lieu de travail et c'est la responsabilité du producteur.
Donc finalement, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de refus. Les seuls décors qui ont sauté ces derniers mois sont des décors d'écoles, d'universités ou des hôpitaux. Des choses qui étaient prévues. Du coup, il y a des décors de substitution qui ont été trouvés. Après, les productions étaient évidemment assez lucides sur le fait que tourner dans un hôpital aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Si l'hôpital est en activité, il faut trouver d'autres solutions. D'accord, très bien. Je vais peut-être laisser Alain parler un petit peu aussi de ses expériences, parce que je crois que j'en ai plus quelques-unes. J'en ai une surtout, très longue. Et oui, bon voilà, expliquer un peu succinctement comment ça s'est passé, et puis après parler aussi de ce que tu prépares en ce moment, savoir comment ça évolue. Non, rapidement, j'étais en préparation d'un unitaire pour France 3 à Tours, qui se tournait le mois d'avril. Et donc j'étais en préparation en février, donc on a fait les repérages, le texte, etc. On n'a absolument pas vu venir l'histoire du Covid comme beaucoup, alors que ça s'approchait quand même. Et au 15 mars, on s'est arrêté, on tournait une semaine après, donc on a arrêté la préparation. On a mis tout le monde au chômage partiel. Ça, c'était aussi un combat un peu en interne avec la production, parce que ça a un coût quand même. Et on a mis en chômage partiel les gens qui étaient sous contrat, mais aussi les gens sur lesquels on avait une promesse d'embauche. C'est-à-dire à chaque fois que quand j'engage quelqu'un, on envoie un mail. Donc sur base de ça, j'ai pu mettre au chômage partiel environ 60 personnes. Sur toute la durée du contrat, c'est-à-dire jusqu'à fin avril, début mai, la fin du tournage initialement prévu. Donc ça, c'était aussi pas mal de... Ça a eu un coût sur un tournage, c'est en gros 18% d'un marché salarial, dans la mesure où on doit les congés spectacles, plus 2 ou 3% sur la mutuelle, etc. Mais bon, voilà, donc ça avait, en ce qui me concerne, sur la masse salariale d'un unitaire, ça faisait 50 000 €. Il y a eu la période de déconfinement, où là tout le monde avait plein d'idées. Il y a eu des débats dans tous les sens, voilà, c'était la foire aux idées. Il faut savoir qu'il y a le CCHCT sur lequel les associations ont énormément travaillé. Ça, c'était quand même assez, entre guillemets, une bonne nouvelle et réjouissante, c'est que toutes les associations professionnelles, quelles que soient-elles, ont fait un vrai travail. Et c'est un vrai travail de réflexion et de rédaction qui était tout à fait sensé. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, parce que très souvent, les associations professionnelles, voilà, on voit pas trop l'utilité, ou en tout cas, là, il y a une force de proposition, et je pense que c'était très bien intégré. Oui. Ça, à tous les niveaux, que ce soit les repéreurs, que ce soit les régisseurs, que ce soit les castings, premiers assistants, etc., les chefs opérateurs, tout le monde a mis, voilà. De tout ça est sortie une grande réflexion, et là où je suis complètement d'accord, c'est que c'est évolutif, c'est-à-dire que de semaine en semaine, notre attitude change, les règles changent. Donc tous les protocoles qui ont été mis en place fin mai, début juin pour une reprise, sont tous tombés assez caducs. Certains étaient très répressifs, d'autres étaient au contraire beaucoup plus légers. Et en fait, il y a le protocole national de déconfinement, c'est celui-ci qui fait foi et sur lequel il faut se conformer. Donc on a repris une repréparation en juin-juillet pour tourner au mois d'août. Et donc ça, c'était l'été. En juin, on faisait des repérages sans masque. Ça veut dire qu'on estimait que c'était quasiment la queue de comète du virus. Quand on a repris la préparation en juillet, là, on était un petit peu plus sérieux quand même, parce qu'on sentait bien que ça frémissait un peu. On était en été, donc on a beaucoup de séquences intérieures qu'on a mis en extérieur. Et on était en été, donc on met beaucoup en extérieur. Donc tout ce qui est cantine, etc., c'était aéré, enfin c'était beaucoup moins contraignant que ça ne va l'être maintenant. On a commencé à tourner début août. Tu as eu une réécriture alors en fait? Alors on n'a pas eu de réécriture, nous ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait un scénario non-Covid, on avait des repérages non-Covid, on était à la campagne beaucoup, hein. Et donc on s'est retrouvé post-Covid, j'ai pas changé du tout les décors, il y avait tout, effectivement, une entrée, on pouvait pas sortir par la même entrée, tout ça. On s'est aménagé là-dessus pas mal, j'ai beaucoup bataillé sur le port du masque, parce que ça en juillet c'était pas gagné, et sur le lavage des mains. Par ailleurs j'avais engagé une infirmière pour nous accompagner, ce que je trouvais au début mai, début juin assez indispensable, que je trouvais un peu moins indispensable fin juin, en me disant je ne vois pas trop ce qu'elle va faire. Donc je l'ai engagée sur la moitié du tournage. En fait, elle était formidable, indispensable. Ah oui, vraiment, c'était... Ah oui, c'était tout à fait indispensable, c'était tout à fait formidable, et tout le monde était content, entre guillemets, d'avoir un point d'accueil Covid. Donc on avait à l'entrée du plateau un point d'accueil Covid sur les gens venaient systématiquement. J'avais loué des lavabos portatifs où les gens se lavaient les mains, recevaient un masque, du gel. Et toute la journée, cette infirmière passait à travers l'équipe, soit pour changer les masques, soit parce que certains portaient les masques comme ça en leur disant non, c'est pas comme ça, soit parce que certains portaient au coude parce qu'ils avaient ras-le-bol de le porter. Et elle a fait vraiment beaucoup de conseils. Pas que
Covid aussi, sur la santé, on avait supprimé la table régie parce qu'on n'a pas le droit. Donc j'avais un régisseur qui donnait les cafés le matin, donc quand vous arrivez, vous receviez un café. On a réduit terriblement la consommation à la table régie de sucreries et de salés, ce qui est en termes d'hygiène alimentaire pas mal non plus, voilà. Pas qu'économiquement, mais en termes d'hygiène alimentaire. Donc voilà, cette infirmière nous a quittés, c'était clair, qui est nantaise, ce fut un hasard, elle est formidable. Cette infirmière nous a quittés au bout de 3 semaines, ça c'était prévu, parce que je me disais peut-être que c'est pas nécessaire de garder jusqu'à la fin. J'en ai engagé une autre, quand même, parce que c'était tellement nécessaire de l'avoir que je ne voyais pas comment j'allais faire sans, parce que le matin c'est vers elle que les gens allaient, et dans la journée c'est vers elle que les gens allaient. Et il se fait que j'ai eu un cas Covid d'un comédien pendant le tournage, donc là on s'est arrêté. J'ai fait tester toute l'équipe. Le comédien qui s'est retrouvé positif, il était venu tourner 3-4 jours avec nous, de façon épisodique. Il n'était plus sur notre plateau, mais il était venu 4-5 jours avant, et il avait encore 3 jours de tournage avec nous. Donc j'ai fait tester tout le monde un samedi, grâce à l'infirmière qui a fait les prélèvements. On a eu le résultat le dimanche, parce que je connaissais le labo, c'était un labo nantais, j'ai fait des allers-retours, parce que c'est très compliqué de se faire tester, et c'est très compliqué d'avoir les résultats. Et comme personne n'était positif, j'ai pu reprendre le tournage avec 2 jours de retard, sans ce comédien. Et j'ai fait 1 jour de tournage encore avec ce comédien la semaine passée pour clôturer ce tournage. Donc je suis passé un peu par toutes les phases. C'était assez pénible. Voilà. Ouais. Pénible en termes de coût, surcoût Covid, surcoût du chômage partiel, une reprise avec une masse salariale de reprise de préparation en juin-juillet, un petit surcoût quand même de salaire aussi d'infirmière et tout ce qu'il fallait autour du protocole sur le tournage, plus l'arrêt, voilà. Sachant qu'on n'est pas assuré, parce qu'il n'y a pas d'assurance sur le Covid. Il y a le fonds de garantie du CNC qui n'est pas encore tout à fait mis en place et qui est assez compliqué. Ah, il n'est pas tout à fait encore mis en place. Il est mis en place, mais le problème c'est que c'est un peu compliqué. Il faut d'abord, on passe par son assureur, c'est-à-dire que nous on est assuré pour le film, en responsabilité civile, et le casting et la production pour tout ce qui est accident, et sur le casting pour ce qui est maladie accident, et sur le Covid on ne l'est pas parce que ça fait partie des pandémies, les pandémies ne sont pas assurées. Et donc le CNC demande à notre assureur de nommer un expert qui va instruire notre dossier, et le CNC serait normalement, c'est un fonds de garantie, donc prendra en charge les coûts, voilà, sachant qu'il y a une prime, une franchise assez conséquente, etc. Tout ça pour vous dire que sur le scénario, on essaye de ne pas changer, voilà, c'est-à-dire qu'on est passé par des phases. Nous, on n'avait pas de scène intime, on avait quelques scènes de cascade, on avait quelques baisers. Baisers pour un des comédiens, on ne l'a pas fait. Des baisers avec le jeune comédien et une jeune comédienne qui se sont faits, et c'est-à-dire que c'est ce comédien qui était positif par la suite, et que la jeune fille qu'on a testée ne fut pas positive. Les tests ne sont... En tant qu'employeur, je n'ai pas le droit de faire passer, d'imposer un test à tout le monde. L'équipe s'est prêtée au jeu, entre guillemets, tous, de bonne volonté, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et les résultats, je ne suis pas censé les avoir. Donc voilà, les tests, c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'on ne peut pas obliger une équipe à se faire tester, et la personne qui est testée n'est pas dans l'obligation de donner ses secrets médicaux, donc il n'a pas obligé de... Voilà. Et d'autre part, on ne peut pas faire tester des gens en dehors des labos, ce que j'ai fait moi, parce que je connaissais, mais c'est très compliqué, parce que quand vous faites un test, vous rentrez aussi de façon informatique votre carte vitale, etc., et vous collez une petite étiquette avec un code barre, ça part dans un robot qui analyse, et vous avez les résultats. Donc on ne peut pas faire tester si quelqu'un vient. Ce que j'ai fait moi, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas les codes barres, on n'avait pas les étiquettes. Donc ça s'est fait au mois d'août, c'est plus possible maintenant. L'autre chose sur les têtes, c'est que c'est une photographie à un moment précis et que le lendemain, vous pouvez... Voilà. Donc moi, je ne suis pas... Voilà, il n'y a pas d'obligation, c'est la liberté de chacun. Il y a un référent Covid sur les plateaux. C'est important, vous pouvez le solliciter, c'est indispensable, c'est lui qui connaît un peu ce qui est possible, pas possible. J'ai eu des techniciens qui sont venus me voir parce qu'ils n'étaient pas contents du comportement de certaines équipes, parce qu'ils estimaient que c'était pas respectueux, qu'ils ne portaient pas assez de masques, qu'ils ne faisaient pas assez attention. Certains étaient il y en avait un qui avait des problèmes de santé, sa femme avait des graves problèmes de santé, donc il ne voulait pas être contaminé et contaminer sa femme. Donc il y a des histoires personnelles qu'il faut absolument respecter, et c'est vrai que c'est assez compliqué. En mai, on était en plein déconfinement, c'était un peu chaud. En juillet, fin juin, début juillet, on portait quasiment plus de masque. On s'est retrouvé avec un tournage où les gens, on a imposé le port du masque, il y avait ce coin Covid, il y avait l'infirmière, etc. Et ça, c'était mis en place, c'était un peu compliqué. Au bout de 10 jours, tout le monde portait un masque. Après le test positif de ce comédien, alors là, tout le monde était au taquet. Tout le monde avait très peur, non, mais c'est vrai. Et voilà, maintenant j'ai fini ce film il n'y a pas longtemps. Je reprends un film à Lille. Et autant je disais à Damien, il y a 2-3 jours, j'étais assez optimiste parce que je trouve qu'on gère assez bien. La preuve, c'est que quand je fais tester l'équipe, personne n'était contaminé.
Et là, je le suis beaucoup moins parce que il y a des degrés de rouge, vous avez vu maintenant. Voilà, dans les métropoles, c'est rouge écarlate. À Marseille, on ferme les bars et les restos. Et des rassemblements de 10 personnes. À Lille, c'est rouge écarlate. Donc je suppose que d'ici quelques jours, quelques semaines ou plus tard, on va avoir des restrictions qui vont s'imposer. Je ne vois pas trop comment on va pouvoir... On n'est pas assuré, donc on met en route un film, on n'est pas du tout sûr de pouvoir tourner. Voilà, c'est un film d'époque, donc j'ai tout un truc à lancer et j'ai un tournage mi-novembre, mi-décembre, c'est-à-dire en pleine période d'hiver. C'est-à-dire que les chauffages que l'on a, soufflants, qu'on met un peu partout sur les plateaux, ça c'est pas possible. Aérer, s'il fait froid, personne ne va être très ravi, pourtant c'est la meilleure solution pour éviter la contamination, masque, lavage des mains et aération. Voilà, je sais qu'actuellement il y a un autre tournage à Lille qui commence lundi. C'est une série qui se tourne en fait en studio, en région parisienne, et les extérieurs se font à Lille pour faire croire qu'on est à Lille. Et en fait, ils voulaient donc faire toute une série de plans d'Esta, de la Grand Place de Lille, des rues, avec beaucoup de figures pour voilà. Et en fait, ils ne voulaient pas que ça soit masqué. Parce que, autrement, ça date terriblement le film et les diffuseurs ne veulent pas. Et en fait, la mairie Lille a refusé, en disant vous ne pouvez pas avoir 100 personnes non masquées qui passent devant la caméra, et alors que tout le reste de la population et le mélange ne peut pas se faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de dérogation pour autoriser les comédiens à enlever leur masque sur le lieu de travail. Non. Depuis le nouveau protocole. Non, donc voilà, après ça c'est l'autre souci qui a fait l'objet de beaucoup de conversations, c'est qu'est-ce qu'on fait des comédiens? Les comédiens ne peuvent pas tourner masqués, donc ils ne tournent pas masqués bien évidemment. Est-ce qu'ils peuvent être à moins d'1 mètre? Parce que c'est ça, c'est 1 mètre, et si on a moins d'1 mètre, on peut... Si on a plus d'1 mètre, on n'est pas obligé d'être masqué. Voilà, il est recommandé d'être masqué. Mais non, c'est ça, le comédien, ils ne sont pas masqués, donc toutes les scènes d'intimité, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà un peu la situation. Je suis un peu inquiet, juste pour finir, c'est qu'en plus de ça, les salles de cinéma sont vides, c'est-à-dire qu'on fait 20% d'entrées au lieu sur la même période. Ça veut dire que les remontées CNC sur chaque ticket vendu ne se font pas, donc le CNC petit à petit s'appauvrit. Oui, ça. On va y revenir sur la suite et les perspectives. Mais on va terminer avec Adrien, qui a été un des premiers aussi à repartir sur... peut-être un des derniers sur donc moi j'étais sur un long métrage qui se tournait donc à Arles et en Camargue, et on avait démarré mi-février le tournage et on s'est arrêté le 17 mars alors que pratiquement autour de nous on entendait que tous les tournages s'étaient arrêtés dès le 15 mars et on s'est arrêté le 17 mars. Moi je suis rentré en voiture le 18 mars à Nantes et puis ensuite voilà on a confiné et on m'a appelé mi-avril de mémoire en me disant voilà on va reprendre enfin non, ou alors je sais plus quand c'était, enfin quand on a annoncé le déconfinement en gros. Et la prod m'a appelé, elle me dit voilà on reprend le 12 mai. Est-ce que tu es d'accord pour reprendre le 12 mai? Est-ce que tu es d'accord pour faire un test? Est-ce que tu... Moi, ça faisait 2 mois que je rêvais que le film se terminait sans moi, donc j'ai dit oui. Et pour le finir quoi. Donc et on m'a assuré que tout, etc. serait respecté. On m'a envoyé un protocole qui n'était pas le protocole, parce qu'à ce moment-là il n'existait pas, mais qui était un protocole pondu par Rubini, donc l'assureur, et qui a, je crois c'est toi qui me l'a dit, Damien, qui a fait hurler CCHSCT, parce que tout simplement ils ont pondu un protocole qui n'était pas officiel, qui était leur protocole d'un assureur. Donc j'ai reçu ce document assez exhaustif et j'ai pris une voiture le 11 mai et le 12 mai on était sur le plateau et on a fini en 15 jours. Le scénario a été modifié. On a enlevé des grosses scènes de figuration et ont été privilégiés les décors en extérieur où vraiment on était perdu dans la Camargue. D'une équipe de 36 personnes, on est passé à 26 personnes. Quand je dis le nombre de gens, c'est vraiment casting inclus. Et il y a des personnes qui ont décidé de ne pas revenir, d'autres qui ne pouvaient pas revenir. Et on s'est retrouvé avec une équipe vraiment très légère, sans matériel pratiquement. Il n'y avait plus de chef électro. Et on avait en matériel lumière un réflecteur. C'est bien. Et on non, mais c'est pour dire qu'en fait, nous, nos 2 semaines, en fait, ça a été ramené à 2 semaines. On a fini le film en 2 semaines, alors qu'en fait, sur le plan de travail, il restait 4 semaines. Mais le réalisateur ayant accès à ses rushs pendant le confinement, il a pu voir ce qu'il avait, ce dont il avait besoin au final, parce qu'il avait prévenu 8 semaines étant très large pour pouvoir filmer aussi des choses dont il disait peut-être que ça va me permettre de... etc. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il avait besoin que de quelque chose. Réalisateur-producteur. Réalisateur-producteur, voilà, tout à fait. Ça aide aussi à faire ce genre de choix. Tout à fait.
Et donc il a fait ses choix, il a modifié son film en fonction de la situation pour que le plateau soit le plus léger possible au niveau personne. Et on était dans... En Camargue. En termes de suivi des consignes, rapidement, ça s'est plutôt bien passé pour toi, enfin, sachant qu'il n'y avait pas vraiment de consignes, mais en tout cas, tu n'allais pas travailler, toi, en ayant peur d'être contaminé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment, tu partais un petit peu sur l'inconnu par rapport à ça, même par rapport à la maladie elle-même, on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. Non, mais on marchait absolument sur les œufs à ce moment-là. C'était, je veux dire, on sortait de 2 mois, je sais plus, j'ai oublié, mais... On se force à oublier. On se force à oublier, exactement, mais on sortait de 2 mois, on avait vécu un truc quand même assez violent, quoi. Et du coup, on marchait tous sur des œufs, toutes et tous. On faisait tous absolument gaffe. D'autant qu'on savait que dans l'équipe, il y avait des personnes qui étaient des personnes à risque. Oui, d'accord. Si elles le chopaient, ça pouvait être fatal. Mais du coup, ces personnes-là ont quand même choisi de revenir. Certaines, oui. Ouais. Parce que pression certainement économique, peut-être, ou... Vous avez été au chômage partiel pendant cette période? Non. Ça, je suis désolé, je comprends pression pas. économique. Hein? Oui, ben, c'est nous... Enfin, pour juste avoir une petite parenthèse, moi j'étais sur un film qui s'appelle Ogre, qui a commencé avant, on a eu 2 semaines de tournage avant Covid, et puis après confinement, et on a repris. Nous on a eu le chômage partiel, je trouve que j'étais délégué de plateau. On a eu beaucoup de discussions avec les producteurs qui étaient plutôt une bonne composition, qui avaient envie d'y aller sur ce chômage partiel, mais ils ne se sont pas précipités en se disant bon, on a un peu de temps pour l'activer, on vous demande un petit peu de patience parce qu'on ne sait pas encore trop ce que ça va nous coûter, on n'a pas les réponses, au niveau de la prise en charge c'est encore un petit peu flou, au niveau de la rapidité aussi pour récupérer les liquidités c'est un petit peu flou. C'était un film fragile, hein, on était en annexe 3, voilà, pas beaucoup de sous. Et donc, il y avait aussi cette histoire des congés spectacles qui est... il se trouve qu'un des producteurs a été administrateur des congés spectacles et il trouve ça assez scandaleux que les congés spectacles n'aient pas aidé la filière à ce moment-là. C'est-à-dire que tout le monde a dit non, mais l'URSSAF a dit on recule les cotisations sociales, on arrange tout le monde, faites le chômage partiel, l'État arrive, couvre tout, et congé de spectacle avec, je crois que c'est 400 000 ou 400 millions d'euros de réserve. 400 millions. Mais les congés de spectacle, c'est un vrai scandale. Hein. Énormément de réserves propres, il n'y a aucun problème, aucun problème financier. On fait, ah mais non, nous, on ne vous aide pas. Bon, à un moment, il va falloir dynamiter tout ça, je pense. Ah, les congés de spectacle, oui. Ça, c'est voilà. Toujours l'institution qu'il faut... Que sur le chômage partiel, effectivement, il y avait un reste à charge. Ça a pu poser question sur les films fragiles. Après, la responsabilité sociale de l'employeur, elle est là. Bon, voilà, à un moment, il faut savoir activer ces choses-là. C'est pas énorme. Il se trouve que sur notre tournage, il y avait des personnes qui n'étaient plus intermittences, qui étaient au RSA. Donc pour eux, du chômage partiel, ça génère des heures. Ça veut dire quelque chose. Absolument. C'est pas rien. On n'a pas tous les aides qui tombent sur un tournage, il y en a qui ne sont pas dans cette situation-là. Donc voilà ce que j'ai fait remonter, moi en tout cas. Ça, je suis bien d'accord. Et donc voilà, ça s'est déclenché, ça a été fait. Donc voilà. En tout cas pour ce qui est du côté chômage partiel, voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça. Maintenant j'aimerais sur le temps qui nous reste, je vais lancer un peu la discussion sur les outils qui se sont développés un petit peu notamment pendant le confinement. Alors moi par rapport à mon expérience de reprise de tournage et aussi de ce que tu parlais des associations professionnelles qui ont profité de ce temps-là aussi pour se restructurer, rediscuter et reprendre contact en fait entre nous, puisque c'est quand même des professions assez individualistes. Hein. On est sur des projets, on rencontre pas forcément, on est sur des créneaux parfois, la télé, le flux, les clips, les pubs, on se croise pas forcément tous. Donc ont émergé des outils qui existaient déjà, mais qu'on n'utilisait pas, c'est des outils numériques de type visioconférence, outils collaboratifs, messagerie.
Les productions aussi se sont retournées vers les techniciens parce qu'il y avait des questions sanitaires. Voilà, ils sont retournés un petit peu plus en prépa aussi, en leur posant des questions sur les besoins, comment ils allaient faire, comment on gère les décors, comment on gère les équipes. En fait, c'est dans le confinement, pour moi en tout cas, c'est passé une phase de discussion très forte et avec des prépas qui finalement se sont plutôt pas mal gérés. Hors question Covid, on est passé à des questions aussi sur la manière de fabriquer le film. Et il y a plein de problèmes qui ont été éludés et on a eu beaucoup de bonnes surprises sur le tournage, de se dire bah ça, c'est bien qu'on en ait parlé, on l'a prévu et ça se gère bien. Je voulais savoir, par exemple Alain, si toi tu avais utilisé beaucoup ces outils, quelles étaient tes manières de discuter avec ton équipe pendant le confinement, donc cette prépa, tu as commencé la prépa, tu l'as reprise après. Est-ce que ça a été une coupure? Est-ce que tu as... Alors, non, on a fait beaucoup de Zoom, avec à la fois les chefs de poste et réalisateurs surtout. Et voilà, on a fait beaucoup de Zoom, ce qui est épuisant. Ouais, parce que les gens s'écoutent beaucoup parler, enfin, il faut structurer ça en fait. Et donc à un certain moment, j'avais décidé que c'était 3 minutes par personne, quoi. D'accord. Et on a arrêté au bout de 3 minutes pour changer, parce qu'autrement on pouvait passer des heures, c'était épuisant. Donc il fallait un petit peu structurer ça. On échangeait beaucoup par mail aussi, et ça c'est assez épuisant aussi, parce que le mail il faut l'écrire, le structurer, il faut... Donc c'était formidable au début, et au bout d'un moment on a eu une vraie envie de se retrouver pour pouvoir discuter et aller vite autour d'une table, quoi, parce que c'est vrai que c'était un peu fastidieux. J'ai beaucoup dématérialisé par contre, ce que j'avais commencé à faire déjà, je pense sur La Flamme. C'est-à-dire que tout ce qui est contrat, tout ce qui est fiche de paie, tout ça c'est dématérialisé, passe par un coffre, enfin voilà. J'ai dématérialisé les feuilles de service, les jours à jour, de telle façon de ne plus avoir de support papier, qui est une source de contact, d'échange physique, et vraiment une source de contagion. Il y a un coût aussi, parce que ça a été évalué. Alors c'est un coût, oui. Après, en termes, il y a un petit côté éco-prod, hein, parce qu'on moins de papier, moins d'encre, moins d'imprimantes, moins de cartouches surtout. Mais c'est un coût, et voilà. Oui, c'est un coût. Après, tout ça, ça a plutôt très bien fonctionné. Et après, les équipes ont été... les associations professionnelles se sont vraiment mobilisées, ont vraiment mené une réflexion. J'étais très étonné, je trouve ça vraiment super. Parce qu'en plus, ce qui est sorti de tout ça était de qualité. C'était pas du tout... c'est d'un seul coup sur un thème qui était assez fédérateur, parce qu'on se retrouvait tous dans le même combat. Les gens sont allés dans les mêmes... Et je trouve que les divergences ne sont pas du tout apparues, ça c'était vraiment très bien. Et après, sur la façon de travailler... les outils numériques, ouais. t'as pas eu... J'ai pas changé la façon de tourner. On a rentré peu de sources, par exemple, à l'intérieur des décors, on éclairait plutôt de l'extérieur. On est parti sur des caméras, des Venice qui sont très sensibles pour diminuer un petit peu justement les installations, grilles, etc., pour ne pas trop alourdir la technique à l'intérieur des décors, parce que j'ai des décors intérieurs pas très grands, et là j'avais pas trop le choix. On s'est adapté un petit peu, mais je n'ai pas changé fondamentalement. J'ai gardé 2 caméras tout le temps, voilà. D'accord. J'ai supprimé, j'avais qu'un combo, donc j'ai supprimé les, voilà. Après, tout ça, c'était les solutions que tu as développées en prépa avec tes chefs de poste. Oui. D'accord. Avec le chef-op, pas mal, oui. Avec le chef-op, d'accord. Parce que, juste en 2 secondes, en 2 mots, c'est que il fallait éviter, moi mon optique c'était de diminuer le nombre de l'équipe, de tourner peut-être plus longtemps et d'être un peu moins nombreux. Et de retrouver un peu les techniques qu'on avait du temps du film. C'est-à-dire pas forcément un combo où tout le monde s'agglutine derrière et là on a un foyer potentiel de contamination. C'était au contraire qu'il y ait un combo sur le plateau pour le chef, pour le réal, son assistant, la script et le chef-op quand il n'était pas au cadre. Et on fait appel au HMC pour faire les raccords, mais c'est pas le HMC qui regarde, il y a plein d'écrans. Voilà, donc je suis parti plus sur cette idée-là, qui a plutôt bien fonctionné. Et donc on faisait plutôt appel pour les raccords plutôt que chacun vienne intervenir systématiquement. L'histoire de rationaliser et de faire un petit peu plus en séquentiel le travail le matin que la mise en scène de façon de travail, les caméras, électro, machinaux, de façon un petit peu plus. Et ça n'a pas, en termes de temps, on n'a pas perdu beaucoup de temps en fait. Voilà. Et tu avais rallongé ta durée de tournage? Alors j'avais moi rallongé et le réel l'a raccourci. Donc moi j'avais rajouté un jour et il n'en a pas voulu. D'accord. Donc c'est quand même un peu le monde à l'envers, mais voilà. S'il avait ce qu'il voulait, il n'y a pas de... Oui, parce qu'après on tourne dans une gendarmerie.
pendant 4-5 jours, 3 ou 4 jours. Et là, on avait un déminutage énorme parce que justement, c'est du watati, watata autour de bureau, tout ça. Et donc, moi, je m'étais dit, là, on ne peut pas faire ces journées-là. Donc, on va rallonger. Et en fait, il s'est dit, non, je vais garder mon truc. Voilà. Donc, on est en désaccord. Après, moi, je trouve que c'était plus Covid d'essayer justement de charger un peu moins les journées, quoi. De diminuer un peu, je dirais, la base salariale, de rallonger un peu de temps et de travailler plus en séquentiel. Voilà. Dans les préconisations, c'est vrai qu'il y avait l'aménagement normalement de temps de pause aussi pour pouvoir, ceux qui sont un peu bloqués à la face, puissent... Alors ça j'ai fait des temps de pause, c'est-à-dire que parfois on dépasse les 6 heures, on ne peut pas travailler plus de 6 heures normalement, mais parfois sur certains films, quand on fait nos journées continues dès midi 19h30, on fait la pause en fin de journée, ou quand on fait des journées un peu longues avec des heures sup. Ça par contre j'ai imposé les pauses à 5h30. D'accord. Voilà, on faisait une pause avec une collation, de telle façon que les gens puissent aller respirer sans les masques. Je vous rappelle juste qu'on tournait en été, et ça change tout. Et maintenant, quand on tourner en hiver, là, ça va être vraiment plus compliqué. Mais c'est vrai que les gens pouvaient s'aérer, on faisait une petite pause, décompter le temps de travail, puisque techniquement, elle était avant 6 heures, donc quelque part, voilà. Mais je pense qu'on a été un peu plus respectueux des demandes, et que les gens ont assez adhéré à... Voilà. Sur le séquençage, la rigueur dans le tournage, toi Adrien, ça a changé quelque chose ou est-ce que le fait de réduire à un maximum l'équipe finalement, et puis d'être en extérieur aussi certainement, finalement ça s'est passé comme vous faisiez avant? Franchement, j'ai pas eu une grosse différence. D'accord. Déjà que c'est une méthode assez particulière, parce que le réalisateur, bon, c'était Tony Gatliff, donc il a une façon de travailler déjà où à partir de l'heure de prépa, c'est presque une heure de tournage en fait. Ça peut démarrer tout de suite. Donc en fait, si le comédien n'est pas prêt, il va prendre quelqu'un au fond, je caricature à peine, il va prendre un technicien, quelqu'un, il a besoin de tourner ça maintenant, la lumière, il le fait. Donc cette rapidité d'exécution, cette façon de travailler, dans les conditions où on était, finalement il n'y avait pas de changement. Il y avait juste un respect des règles, mais on était déjà tellement léger, tellement habitué à être dans une espèce de mouvement permanent, sans dépasser, parce qu'on n'a jamais fait d'heures sup. Si jamais il dépassait, il rattrapait le lendemain. Non mais voilà, il est producteur aussi, donc c'est pas fou. Donc je veux dire, et ça fait maintenant 20 ans qu'il produit ses films. Donc il y avait, comment dire, les seules choses qui ont changé au niveau, je parle là de mise en scène, d'organisation de mise en scène. Donc moi j'étais second là-dessus, et pareil, dématérialisation de tous les documents, rien d'imprimé. Déjà ça permettait justement d'alléger aussi ce moment de distribution du texte, etc., de courir après les uns, les autres, etc. Vous aviez un référent Covid? On avait une infirmière. On a eu une infirmière tous les jours et on était invité à prendre notre température, tout le monde l'a fait, on nous distribuait à ce moment-là un petit pack individuel avec dedans du gel hydroalcoolique, un fruit, une barre de céréales, etc. Moi j'ai trouvé ça vachement bien, dans le sens où il y a tellement de choses, effectivement, de gâchis en tabrégie, de gâteaux explosés qui vont rester une journée entière. On voit des trucs, des fois, on se dit, bon, c'est quand même dommage. Ah, j'ai trouvé ça beaucoup plus. Et tout le monde a accepté de. Et là-dessus, franchement, puis le café qui vient à toi pendant l'heure de prépa. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Hein, franchement. C'est des bonnes choses à garder. Hein. S'il y a des choses à garder. Donc voilà, et la gestion des loges. Les loges, les comédiennes, les comédiens étaient invités. Déjà, l'habilleuse ne touchait plus personne. Et tout était prêt. Elle dit voilà, c'est là, tu t'habilles. Et s'il te plaît, le soir, est-ce que tu peux me le remettre sur le cintre? Et les effets personnels dans un sac à pain. Exactement. Et du coup, il y avait la mise en place d'une certaine autonomie, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Enfin, comment dire, il ne faut pas se leurrer. C'est pas tout le monde, mais certaines comédiennes et certains comédiens vont être un peu en pilote automatique. Donc on va les prendre, on va les poser, puis après on les amène, etc. Et d'autres sont complètement autonomes. Là, il y avait une autonomie, on va dire, forcée pour tout le monde, ce qui quelque part donnait aussi une autre énergie au plateau. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas qu'il y avait moins d'entrain. De toute façon, avec Tony Gatliff, il y a intérêt à être dans l'entrain, parce que sinon, c'est plus à l'image. Mais tout le monde y allait, on va dire, il y avait vraiment un truc, une énergie, puis surtout, on reprenait, on finissait le film. Et ça, quelque part, c'est pas pareil que les tournages qui ont lieu actuellement qui démarrent. Là, notre film était amputé, on n'avait pas pu le finir, et on ne savait vraiment pas. On avait modifié le plan de travail avant le confinement, on était passé à des semaines de 6 jours. Tony a tourné des scènes, il tourne toujours dans la continuité.
C'est pour ça qu'on avait des petits décors tous proches de notre décor principal pour pouvoir tourner dans la continuité. On n'était pas par décor, on tournait vraiment selon le film. Et là, il a dû faire un choix avant le confinement. Et bon, je vais essayer de tourner mes scènes capitales que j'ai pas encore. Et finalement, bon, on n'a pas pu tout faire, on a été interrompu. Donc il fallait qu'on termine le film. Donc il y avait aussi ça qui rajoutait. Surtout, on partait que pour 2 semaines. Et c'est pas pareil, quoi. Donc on s'est tous encore une fois astreints aux choses et on a tenu, ouais. On a tenu bon. D'accord. Donc maintenant, j'aimerais qu'on aborde un petit peu la suite, la situation un petit peu des tournages, comment ça va se passer, donc l'épidémie qui a une petite reprise, la frilosité des distributeurs, la frilosité des commandes un petit peu. Là en ce moment, beaucoup de personnes travaillent, il y a une espèce d'effet rebond, de beaucoup de télé qui revient parce que des choses ont été arrêtées, des projets financés qui sont arrivés, qui arrivent et qui tournent. Tu parlais de la région des Hauts-de-France notamment, parce que je trouve que j'ai été appelé aussi pour remplacer un chef électro qui bondit d'une série à un autre projet, et du coup bref, ils sont en embouteillage total là-bas. C'est pas le cas ici, rassurez-vous. C'est pas le cas ici, rassurez-vous. Mais voilà, en termes de perspective, peut-être Pauline, toi, dans ce qui arrive là, dans les tournages, tu sens que tu es encore sollicité, il y a un petit ralentissement. Quel genre de projet tu reçois toi dans tes bureaux Là, je suis toujours sollicitée. Je suis plus que d'habitude sollicitée pour des projets télé qui cherchent vraiment à sortir de l'Île-de-France, encore plus que d'habitude. Il y a des projets du coup de série pour 2021 qui sont actés, qui n'ont plus qu'à être financés maintenant par la région, mais en tout cas qui ont déjà trouvé des décors, qui ont trouvé des choses. Là, il y a un 6x52 qui commence dans 10 jours à Saint-Nazaire, qui part ensuite en Nouvelle-Aquitaine, notamment à Bordeaux. Et pour avoir échangé avec eux, je sais qu'ils, du coup, vu la carte de France aujourd'hui, ils se demandent un peu s'ils ne resteront pas finalement un peu plus à Saint-Nazaire qu'à Bordeaux. Ils sont partis sur 3 semaines, là, je crois. Là, ils sont sur 3 semaines, ils sont partis sur 3 semaines. Et ils se demandent si on peut rallonger, mais un peu plus. Je suis démarchée par des projets étrangers. D'accord. Notamment du Netflix, du Amazon, qui cherchent aussi... alors eux, ils sont dans évidemment, on est dans une échelle différente, hein, on est à l'échelle de l'Europe, mais ils cherchent dans quel pays ça peut être le moins contraignant et le moins difficile de tourner l'année prochaine. Le dumping sanitaire ? Ouais. En plus, ce qui est arrivé pendant le Covid, c'est qu'il y a le crédit d'impôt international qui a été boosté à 40% au lieu des 30%. Donc forcément, ça booste aussi les tournages étrangers à se tourner vers la France. Après, là, on était en très bonne négo avec un projet Netflix pour un gros truc. Là, ils nous ont dit on stoppe tout en Europe pour l'instant. D'accord. On verra au mois de novembre ce que ça donne. Ah oui, pour l'instant, les projets de 2021 sont un peu gelés. Et côté cinéma, il y a des prises de contact, il y a de l'entretien de contact, il y a des discussions, mais moi je les sens hyper frileux, producteurs cinéma. Télé, beaucoup moins, mais cinéma, il y a aussi le fait que les distributeurs là, commencent à se retirer des projets sur lesquels ils s'étaient engagés. Et du coup, le producteur se retrouve sans le financement pour son film. Donc voilà, sans parler justement des contraintes, on parlait de la franchise, de l'assurance, du plafond aussi, parce qu'elle est aussi plafonnée, l'indemnisation. Elle s'arrête le 31 décembre. Elle s'arrête le 31 décembre. Peut-être se prolonger. Peut-être, oui. Donc là, il y a eu des grosses annonces de plans de relance, cinéma, audiovisuel, etc. Bon, pour l'instant, les annonces servent plus à boucher les trous qu'à relancer les choses. Hein. Yann, tu travailles pour qui en ce moment? Je travaille pas là. J'ai travaillé dans la série voilà, ça y est. Saint-Nazaire. C'était au mois d'août, quoi. Ouais. Et donc là, pour l'instant, t'es pas missionné pour les prochains projets, t'as rien. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Alain? Parce que moi, en tout cas, j'ai l'impression, moi j'ai eu des projets qui sont un peu décalés pour des histoires de distributeurs, effectivement. Comment tu sens ça? Moi je sens pas ça bien. Mais je suis pas très optimiste. Au niveau de la télé, ça fonctionne encore. Netflix a réussi à récupérer. Il y a l'effet d'aubaine hein, sur
sur le Covid, il ne faut pas oublier. Hein, l'effet d'aubaine sur l'histoire des coprods, d'économie, de tout ça. Et il y a l'effet d'aubaine Netflix, ils ont ramassé la mise. Et donc les télévisions publiques et privées, hertziennes, les médias classiques français ont fait des belles audiences. Ils s'auto-assurent en plus Netflix, donc forcément... et ils ont réussi à faire des belles audiences, sauf que la rentrée publicitaire n'a pas été au rendez-vous, etc. Donc les chaînes vont se retrouver un petit peu sous-financées. Ils ont besoin de programmes parce qu'ils ont beaucoup diffusé et ils sont à vide de programmes, mais à des coûts qui vont un peu baisser. Donc ça c'est un peu compliqué, mais ça va tourner. Moi je suis sur des séries l'année prochaine, et tout ça, donc il y a des projets, et les chaînes sont preneurs de projets. Au cinéma par contre, sincèrement c'est la catastrophe. Pour moi, c'est-à-dire qu'on est à 20% des entrées. Les distributeurs prennent aucun risque de sortir des films qui ont coûté des fortunes parce que les campagnes de lancement sont très chères et on peut se retrouver reconfiné ou en tout cas avec des jauges à 50%, donc ils vont jamais. Donc il n'y a aucun gros film qui sort. Et c'est des gros films qui lèvent de l'argent pour le CNC. Et donc le CNC s'appauvrit, les distributeurs s'appauvrissent. Et encore, quand vous sur le cinéma OSS 117 qui va sortir, je ne sais pas quand, ou James Bond et tout ça, c'est des trucs qui vont sans doute à certains moments sortir. Certains films sont vendus directement à Amazon. Hein. Disney, Amazon de Disney, c'est vendu à Disney sur la plateforme Disney, c'est-à-dire qu'il n'est même pas sorti. Mulan. Et donc c'est quand même très inquiétant, c'est que nos systèmes de financement via l'exploitation des salles de cinéma et via le ticket vendu avec les remontées au CNC, n'est plus du tout efficient. Oui, le côté vertueux qu'on avait dans notre système économique est complètement sapé. Oui, complètement. Donc on va être sous perfusion de subventions de l'État pour sauver l'essentiel, mais on ne sera jamais... Les films indépendants, les films d'auteur, le cinéma français indépendant, moi j'ai préparé une série... pour Jérôme Bonnel, qui a tourné cet été, que je n'ai pas pu faire parce que je me suis retrouvé coincé avec Nozo, mais je l'ai préparé avec lui. Il a fini un long métrage qui devait être à la quinzaine en mai passé, qui n'est pas sorti à la quinzaine. Et son film, il ne sait absolument pas quand est-ce qu'il va sortir. Et c'est un cinéma indépendant français qui trouve toujours normalement son public dans les salles d'arrêt-essai, etc. Et ça, par contre, je vois mal. Je suis très inquiet. Tous à faire des tournages à la Gatliff alors peut-être pour réduire les coûts, donc récupérer des rendements. Après, il y a bien évidemment un certain moment où on peut... Tournage à la Gatliff, c'est pas réduire les coûts. Non, c'est réduire les équipes et les temps de tournage apparemment. C'est fait. Enfin les temps de tournage. Pas tant les temps de tournage, les équipes peut-être. Mais... Il a sa méthode pour tourner et qui convient au budget qu'il a. Oui. Mais c'est pas une réduction. Enfin, voilà. T'as pas senti... Vous étiez peu nombreux sur le plateau. Mais après, c'est pas un jugement de valeur. C'est une manière de tourner le cinéma. C'est une manière de tourner des très bons films. Il n'y a aucun problème. Pour obtenir ça, il a sa méthodologie. Et enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses de gens qui sont très inspirantes et vraiment, enfin, dans sa manière de travailler. Après, il a sa réputation, donc on sait comment ça peut se passer. Mais l'envers du décor est aussi très bienveillant. Non, mais je lançais ça aussi parce que je crois qu'Alain en parlait, on en parlait, de peut-être d'essayer de bouger les lignes sur l'organisation du tournage. C'est-à-dire que le financement des chaînes diminuant, parce que la télé telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'a connue est quand même un petit peu vouée à mourir, vu l'arrivée en force des plateformes qui s'est généralisée et qui va se généraliser. Donc les modes de financement et les audiences, la moyenne d'âge du téléspectateur de France 2, je crois c'est 68 ans, ceux de France 3 c'est 72 ans, enfin à un certain moment, voilà. Et nous on va plus tout chercher les films et tout ça sur la télé. Donc c'est vrai que ce système de financement qui nous fait encore fonctionner parce qu'il y a des quotas, parce qu'il y a des obligations du diffuseur d'investir dans la télé, etc. Voilà, et d'investir dans le cinéma. Tout ça, donc quand je parle d'effet d'aubaine, c'est qu'à un certain moment, les chaînes vont sentir qu'il y a des réductions de coûts possibles à cause du Covid, etc. Donc c'est vrai qu'on risque de se retrouver... La seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'on peut espérer que d'ici un an, parce que je pense qu'on a quand même une grosse année encore à passer difficile, on aura peut-être un vaccin, en tout cas on gérera peut-être en tout cas l'épidémie différemment qu'on ne la gère actuellement. J'espère qu'on ne se retrouvera pas dans les mêmes contraintes de masque dans un an, parce que c'est quand même, ça va être un peu dur. De ne pas se voir, parler, de ne pas se rapprocher, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas très optimiste, voilà. Je crois que la télé va tourner, je crois que les projets indépendants, le cinéma indépendant, c'est très compliqué. Je ne vois pas quel producteur va mettre de l'argent. Il n'y a pas d'avaloir distributeur. Les exploitants, hélas,
Je ne sais pas comment ils vont faire les exploitants quand ils ont quand même... Bon, il y a du cinéma à rester, etc. Le 14 ça marche. Mais il ne faut pas tout miser là-dessus. Il n'y a pas que ça. Il faut surtout que les gros distributeurs, que les gros exploitants fassent entrer des téléspectateurs pour générer des recettes au CNC. Et que les CNC redistribuent, parce que c'est quand même assez redistributif. C'est quand même un système qui était peut-être pas parfait, mais il était quand même très vertueux, mais il était très, très bien. Et les premiers qui vont subir ça, c'est le cinéma indépendant. Et je ne parle pas des théâtres, je ne parle pas du spectacle vivant, etc. Ce qui est quand même aussi encore pire, quoi. Oui, ça c'est... Donc le chômage partiel, c'était formidable pendant quelques mois, ça ne l'est plus. On va avoir une année blanche acédique, ça va rebondir avec les yeux, ce qui va nous permettre de peut-être encore avoir de toucher pendant... Mais à un certain moment, tout ça va s'épuiser, quoi. Voilà, je ne veux pas être trop voilà. Je pense qu'il faut être un peu clairvoyant, quoi. Oui. Est-ce que... on a jusqu'à midi? On a jusqu'à midi 30. Midi 30. Est-ce que vous avez des questions un petit peu, des expériences à partager ou des choses que vous voudriez dire par rapport à vos expériences sur le Covid, aux projets sur lesquels vous allez participer aussi Non, vous n'avez pas participé à ce projet. Ouais. Cette histoire de référent Covid ou d'infirmière sur les plateaux, c'était quelque chose qui vous était imposé ou ça a été une volonté des producteurs? Comment ça s'est mis en place? On a une obligation, de moyens pour assurer la sécurité et la santé du personnel qu'on engage. Donc c'est pour ça que vous signez souvent des documents, il y a l'évaluation des risques, donc vous devez, entre autres les ouvriers par rapport aux échelles, par rapport à l'électricité et la traçabilité. On a des choses sur la sécurité et les risques qu'on doit évaluer et l'employeur doit mettre en face les moyens. Vis-à-vis du virus, c'est beaucoup plus imperceptible, donc c'est beaucoup plus compliqué. Notre responsabilité ne serait pas forcément engagée, parce que ça c'est compliqué que quelqu'un qui tombe malade se retourne vers son employeur en estimant qu'il a contacté le virus sur son lieu de travail. Mais vu cette obligation de moyens et d'assurer la sécurité du personnel, c'était vivement conseillé. Donc au début, le référent Covid, c'était un médecin, après, ce fut un personnel de santé, et après, en juillet, ça pouvait être n'importe qui. Moi, je fus référent Covid, parce qu'en tant que directeur de production, je trouve que c'est mon rôle en tant qu'employeur de prendre cette responsabilité. Il y avait un régisseur général qui avait référent Covid. Le référent Covid, il est là pour faire en sorte que le protocole soit appliqué et aussi que les personnes puissent venir le voir pour lui dire « je ne suis pas d'accord avec ça ». Je trouvais que ce rôle m'était plutôt un peu dévolu par rapport à mon autorité et le fait que je dois faire respecter et d'être à l'écoute. C'est-à-dire c'est un peu le délégué de plateau qui peut venir me voir, etc. Par contre, tout ce qui était aspect santé, je trouvais que c'était bien de le confier à une infirmière. Comme je vous ai dit, en juin, je n'étais pas convaincu, début juillet pas, puis après je le fus plus. Et c'est vrai que c'est bien. Et quelque part, c'est bien que le personnel puisse aller voir une infirmière pour toute une série de choses. Après, ça peut être utilisé. Moi, j'ai jamais fait des prises de température, parce que je trouve ça pas bien du tout. Je trouve que ça n'avance pas à grande chose. J'ai super sensibilisé les gens avant de venir travailler, qu'on réfléchisse si on n'a pas de symptômes, qu'on se fasse l'auto-évaluation le matin. Et si on a la moindre doute, on reste chez soi. Voilà. Mais c'est très compliqué par rapport à aussi la pression, qu'elle soit sociale ou dans l'équipe, ou de se dire tiens, je mouche un peu ce matin, j'y vais pas. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation économique, ou parfois c'est juste de l'attachement à son équipe, on a des responsabilités, on n'a pas envie de laisser tomber les gens. C'est tous arrivé de bosser malade. Ça nous est tous arrivé de bosser malade. Non, mais je veux dire. Non, mais avant, oui, on a tous bossé. Même c'est ça où ça change. Il ne faut plus maintenant. Il faut vraiment la grippe pour que tu t'arrêtes. Non, mais il faut, oui, mais ça, parce que nous, on a toujours fonctionné comme ça. Mais maintenant, il ne faut plus faire ça. Si on a un rhume, si on tousse. Moi, le comédien. Je suis d'accord, Alain, mais je veux dire par là qu'on est encore dans des réflexes. Tout à fait. Mais le comédien qui était testé positif, ce garçon, ça faisait 10 jours qu'il n'avait plus d'odorat et il toussait. Et il est venu sur les tournages. Parce qu'il disait, ça va. Oui, ça fait beaucoup, et le jour où il a reçu son test positif, il est allé bouffer avec le comédien le soir. Et il leur a dit, vous savez pas ce qui m'arrive, j'étais testé positif. Non. Et ils étaient de bande de jeunes, ils avaient 20 ans. Ils ont dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Puis à 23h, ils ont appelé le directeur de production. Le mec, il a vu rouge, il s'est dit, putain. Et donc, ils n'ont pas tourné le lendemain. Et puis, il en a contaminé 2 autres. Voilà.
Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Voilà. Là, avant, on était malade. On est sur une sorte d'inconscience, peut-être, mais c'est un des facteurs aussi. Bien sûr. Donc franchement, si on ne se sent pas bien, il ne faut pas aller travailler. Mais moi, je suis plus inquiet. Il faut une certaine force morale, je pense, quand même, pour te dire, tu es sur un tournage, tu te dis, je me sens pas vraiment bien, je vais aller voir le référent, je vais aller faire des tests, je vais dire que je bosse pas aujourd'hui. Si tu as un poste, plus ton poste est un petit peu haut, plus tu as des responsabilités, tu te dis quand même... Mais nul n'est remplaçable. Nul n'était remplaçable. Mais ça demande quand même mais il faut pas, si vous vous sentez pas bien, il ne faut pas aller prendre les transports en commun, il faut pas... Après, ce comédien, il travaillait sur une série Netflix en même temps que le mien, et eux, ils l'ont mis en quatorzaine. C'est comme ils étaient assurés, l'assureur leur a dit c'est quatorzaine, et il doit être isolé. Ils ont pris ça au prix de la lettre, ils l'ont foutu dans un hôtel à Adagio, au Havre, parce qu'il tourne au Havre, il est resté 14 jours dans sa chambre au Havre, à Adagio, et il est filé plateau repas. Mais ça, c'est pas possible. Ça, faut pas faire ça. On peut le mettre en quatorzaine chez lui, on peut le mettre, il faut s'isoler, mais vous n'êtes pas un pestiféré, vous pouvez sortir, vous n'allez pas embrasser vos grands-parents, tout ça, mais vous pouvez sortir. Et ce pauvre garçon, au bout d'un moment, mais il dépérissait. Et donc j'ai appelé son agent, j'ai dit, mais il faut sortir de là, c'est pas possible. Donc il sortait la nuit pour l'issue de secours, pour marcher dans le Havre, mais c'est hallucinant, quoi. C'est ça, elle lui a dit, mais prends l'issue de secours et va faire des tours dans... Ah, mais quand je l'ai récupéré, c'était pas bien du tout. En plus, j'étais un peu en colère quand même contre lui, parce que c'était compliqué pour nous. Mais il faut pas, voilà, c'est pas très grave. Hein. Et en plus, il était testé positif, négatif, ça durait 20 jours, quoi. Et en fait, ces tests positifs, mais il y a une marge d'erreur. Hein. Voilà, il y a une marge d'erreur. Alors, pour la petite histoire, parce que j'étais très au fait là-dessus, quand vous faites tester ou vous faites un prélèvement, on prend 3 fragments d'ADN, sur lequel on étudie si le virus est présent, et on amplifie le fragment pour avoir une lecture grossie. Et souvent, l'ADN N, vers le 34e grossissement, apparaît les traces du virus et est déclaré positif, alors qu'en fait, voilà. Et ça aussi, ça va changer, de la façon qu'on ne déclare pas forcément positif quelqu'un qui est dans cette situation. Et à chaque fois, ça déclenche un arrêt de travail de 10 jours, à chaque fois, ça fout un bordel d'enfer. Pas de 7 jours. Maintenant, c'est 7. Je voulais rebondir sur le fait que tu étais référent Covid, et nous, le travail qu'on avait fait avec notre association, on trouvait ça compliqué. Juger parti. Voilà, d'avoir une subordination totale. Et c'est pareil, quand on embauche un régisseur adjoint qui devient référent Covid, si vraiment la production ou le directeur de production n'est pas aussi vertueux que ce que tu le présentes... Je ne suis pas forcément. Mais... Non, mais en tout cas, n'a pas ces notions, fait passer peut-être le film vraiment avant les notions sanitaires. Si la production et le directeur de production dit non, mais les masques, t'arrêtes de les faire chier, le gel, machin, sinon t'es viré. Le mec, il va faire quoi? Il se retrouve dans une double, triple pression. C'est bien pour ça que moi je le fus, mais parce qu'il y avait une infirmière. Voilà. C'est-à-dire qu'à un certain moment, moi je ne suis pas personnel de santé, et c'est pas moi qui juge. Voilà. Par contre, je trouve sur la légalité, et je sais que j'ai eu un machinot qui s'est beaucoup plaint de l'attitude de ses petits camarades, c'était compliqué, mais il est venu vers moi. Il est venu dans un premier temps vers l'infirmière, où d'abord il est venu vers moi en disant moi j'en peux plus, et il m'a envoyé un mail, et voilà. Et soyez sympa avec vos référents Covid. Je pense que c'est pas un métier, enfin c'est pas un poste facile, parce que souvent c'est des, entre parenthèses, autoproclamés. Ils ont fait une petite formation, ils se sont renseignés, ils se retrouvent référents Covid comme ça. Souvent c'est des régisseurs adjoints, et ils se trouvent dans une position de père fouettard qui les... Voilà, c'est ça, c'est pour ça, c'est pas... Qui les enchante pas forcément. Et donc d'avoir une équipe plutôt bienveillante par rapport à ça, ou au moins qui réfrène ses envies de lui jeter le masque à la tronche, c'est bien aussi, parce que c'est pas, faut essayer d'être un peu cool avec ses gens. C'est certainement un nouveau métier, c'est déjà un métier qu'on voit apparaître sur les plateaux et qui existe déjà dans d'autres pays. Une notion de référent sécurité. Et moi qui ai un certain âge, je n'ai pas du tout envie d'avoir de Covid et de me retrouver en réa. Moi j'ai un ami qui s'est retrouvé 15 jours en réa, c'est super, il s'en sort difficilement. Hein. Donc c'est pas du tout... c'est très sérieux, quoi.